L'enregistrement. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite la bienvenue à cet atelier donc à tout close, donc sur les fondamentaux de l'achat socialement responsable. Donc on est, moi je suis Louise Vidal, je suis chef de projet sur la mission d'appui au développement des clauses sociales, donc qui est portée par le GIP Maximilien, dont je vais vous en dire 2 mots. Et nous avons avec nous aujourd'hui, Clara Blanchard qui travaille à la région Île-de-France et qui nous fera une présentation sur, la stratégie achat responsable, de la région. Voilà, puisque c'est un élément important, de la mise en œuvre, hein, de l'achat socialement responsable, c'est connaître, les orientations et les stratégies, on va voir, qui peuvent être mises en place. Du coup, quelques mots, voilà, sur l'atelier d'aujourd'hui. Donc on est ensemble pour 1 heure et demie. Donc c'est un atelier qui est vraiment ciblé, hein, pour les acheteurs, qui souhaitent prendre en main, la commande publique socialement responsable. Donc on est vraiment sur quelque chose de basique, mais j'espère que voilà, que ça vous sera utile et surtout que ça vous permettra de prendre en main de manière assez pratique, les différents leviers qui sont offerts, par le code de la commande publique. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Donc on fera une rapide présentation, de ce qu'est, donc la MAX, la mission que j'anime, les évolutions réglementaires qui permettent vraiment maintenant, de faire pas mal de choses et puis surtout, voilà, les leviers qui sont offerts par le code, et puis comment un peu on choisit, les leviers qu'on met en place, en fonction du marché et de ses caractéristiques. Et donc on aura ensuite, voilà, la chance d'avoir, le retour de la région Île-de-France, sur ce qui a été mis en place de leur côté. Donc la session est enregistrée, on mettra en ligne l'enregistrement ainsi que le support. N'hésitez pas à poser des questions, voilà, soit à lever la main, soit dans le chat, voilà, l'idée c'est vraiment que vous puissiez aussi, poser vos questions et que ce soit le plus participatif et pratique, possible. Donc, quelques mots d'abord sur, le GIP Maximilien. Donc le GIP Maximilien, c'est le service public mutualisé d'administration électronique en Île-de-France. Donc on compte, 375 membres, dont voilà la région Île-de-France, plusieurs départements franciliens, la ville de Paris, mais aussi des petites, collectivités puisque voilà, on a des membres de toute taille et de tout statut juridique. L'objectif étant, de leur donner des outils, d'administration, électronique et on est aussi, sur la partie donc marché public, mais pas que. On a d'autres services qui peuvent être, très utiles aux collectivités. Donc n'hésitez pas à aller voir notre site internet pour en savoir plus. Et puis on porte, le réseau francilien, des achats publics durables. Donc voilà, avec, 3 missions. La mission, la MAPS, donc qui porte sur les achats circulaires. On porte également le guichet vert, qui est un service, de conseil de premier niveau, sur les aspects environnementaux, des marchés. Et donc la mission d'appui au développement des clauses sociales, que je pilote. Et c'est dans ce cadre-là, qu'on organise ces ateliers, donc destinés à faire monter en compétences les acheteurs, sur le volet social, de la commande publique. Donc sur les autres missions, voilà, c'est vraiment la partie environnementale, donc je reste disponible si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. On est là pour vous accompagner. Ces 3 missions, elles sont financées par des fonds publics, donc elles sont, voilà, accessibles gratuitement à tous les acheteurs, qu'ils soient membres ou pas membres de Maximilien. Donc voilà, on reste disponible pour vous accompagner sur vos différents projets, différents marchés. N'hésitez pas. Et donc là, vraiment, l'objectif, c'est par contre, de travailler sur les aspects sociaux, des marchés. Donc rapidement, 2 mots sur la MAX. C'est une mission qui a été fondée, donc qui a été confiée par l'État, par la DRIETS Île-de-France, sous délégation du préfet au GIP Maximilien.
L'objectif étant de suivre les clauses dans les grands, projets franciliens, donc le Grand Paris et les Jeux olympiques. Et puis on a donc élargi le spectre un peu de la mission, c'est vraiment de faire connaître et valoriser les clauses, sociales dans les marchés publics franciliens et d'animer, accompagner l'écosystème des clauses, donc faire en sorte que les différentes parties prenantes échangent, donc à la fois les facilitateurs, les acheteurs, les opérateurs économiques, les structures de l'ESS, donc on anime, tout cet écosystème. Bonjour, Bonjour, bienvenue. merci. On anime, voilà, cet écosystème sur le territoire, francilien, donc on a un observatoire des clauses sociales, on a un guichet régional donc qui vous permet, comme je le disais, d'être accompagné sur le volet social. On a la même chose donc sur le volet environnemental comme on l'a dit. Voilà et on travaille beaucoup à la mise en relation des acheteurs, des facilitateurs et des structures de l'ESS. Donc si le terme, voilà, facilitateur ne vous dit pas grand-chose, s je vais en dire quelques mots aujourd'hui, mais ce sera surtout l'objet du prochain atelier. Hem où vous en apprendrez davantage, où il y aura le témoignage d'un facilitateur qui viendra, voilà, expliquer son activité. Donc n'hésitez pas à venir au prochain temps qu'on organise, à la fin de mon support, je les ai rappelés, donc vous aurez le support bien sûr, il vous sera envoyé. Voilà, donc ce que je peux vous dire un peu en mots d'introduction, je vous propose qu'on passe au vif du sujet, donc sur l'achat, responsable d'abord, on voulait vous dire 2 mots sur, bah, de quoi on parle. Donc c'est le ministère de la Transition écologique qui définit l'achat durable, l'achat public durable. Donc c'est un achat qui intègre des dispositions qui sont en faveur de la protection, de la mise en valeur de l'environnement, du progrès social, qui favorise le développement économique. Donc on est bien sur les 3 piliers du développement durable, le volet environnemental, social et économique. C'est un achat qui prend en compte, l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par cet acte d'achat. C'est un achat qui permet de réaliser des économies intelligentes, donc on est au plus près du besoin. On incite à la sobriété en termes d'énergie et de ressources. Et puis voilà, c'est un achat qui intègre, toutes les étapes du marché, de la vie du produit ou de la prestation. Donc on n'est pas uniquement sur l'utilisation, on est aussi sur, l'avant, l'après. Hem, donc c'est essayer de penser global, voilà. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir sur l'achat public durable. C'est, voilà, essayer d'avoir une vision, d'ensemble, sur son achat. Quelques mots pour, vous indiquer qu'il y a un cadre très favorable, mais je pense que ça, vous en avez, entendu parler étant donné qu'on en parle beaucoup en ce moment de cette actualité, achat responsable. Donc il y a beaucoup de lois, qui sont entrées en vigueur récemment. Donc le point de départ, hein, c'est vraiment, les objectifs de développement durable de l'ONU, voilà, qui doivent, être pris en compte, dans l'expression, des besoins. Et c'est vraiment ça qui cadre un peu le travail, législatif et réglementaire, tant au niveau européen qu'au niveau national. Hem, on a ensuite donc bien sûr le code de la commande publique qui reprend à son compte, les éléments qui nous intéressent. Vous avez aussi des lois sectorielles qui impactent la commande publique. Je pense par exemple à la loi Egalim sur l'alimentation, à la loi AGEC sur la partie économie circulaire. Voilà, vous avez aussi toutes ces lois qui peuvent, impacter. Et puis on a bien sûr la loi climat et résilience du 22 août 2021 qui a eu, voilà, un gros impact sur, les exigences, qui sont portées par le législateur, aux acheteurs publics. Donc ça, on va en parler et puis on a aussi un plan, le plan national, pour des achats durables, 2022-2025 qui est là, voilà, pour accompagner, les acheteurs à mettre en œuvre, les exigences de la loi climat et résilience et donc on va en parler aussi avec des objectifs très ambitieux. Donc voilà, beaucoup d'attentes sur, l'achat public. On a aussi, des documents qui peuvent être, un peu cadres et puis on y reviendra, hein, dans l'intervention de la région Île-de-France qui suivra, mais on a les SPASER, donc les schémas de promotion de l'achat socialement et environnementalement responsable, dont le seuil était à 100 millions d'euros, hors taxes par an. Maintenant, la loi climat et résilience l'a baissé à 50 millions d'euros, donc il y a de plus en plus, pardon, de collectivités et d'acteurs publics qui sont, concernés par cette obligation et puis on pourra voir aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas concernés, mais qui choisissent, de mettre en place un document cadre, au sein de leur structure pour, aller dans ce sens.
On peut aussi parler des nouveaux CCAG, qui, proposent une rédaction de clauses donc à la fois d'insertion, on va y revenir, et de clauses environnementales. Donc voilà, tout un corpus de textes, de guides aussi puisqu'on verra, mais il y a beaucoup de guides, publiés par l'État, donc soit la direction des affaires juridiques, soit la direction, des achats de l'État qui voilà, qui vont dans ce sens-là. Hem donc il faut pouvoir, voilà, se saisir de ces outils-là et surtout savoir comment mettre en place de manière pratique, cet achat socialement responsable et c'est ce qu'on va essayer de voir, aujourd'hui. Donc voilà, rapidement pour, vous donner un peu, je vous enverrai le support, vous pourrez mieux en prendre connaissance. Mais voilà, l'idée c'est de dire qu'il y a vraiment un cadre, favorable légal, que tout est inscrit dans le code. Donc en gros, on peut y aller. Voilà, on va revenir sur l'enjeu de sécurité juridique qui est fondamental, mais, on est couvert, on peut y aller. Donc, un des apports importants de la loi climat et résilience, c'est qu'on a inscrit dans le code de la commande publique, au même niveau que les 3 principes fondamentaux, ces aspects de développement durable. Donc en disant que la commande publique, elle participe à l'atteinte de ces objectifs de développement durable, donc tant sur le volet, on l'a dit, environnemental que social que économique. On est toujours sur ces 3 piliers. On a aussi donc, c'est le 2e point, un article qui indique bien, que les clauses d'exécution du marché peuvent prendre en compte, les considérations de domaine, social. On va le voir, hein, que ce soit lié à l'emploi ou à la lutte contre les discriminations. Il y a un panel assez large de thématiques sur lesquelles on peut agir quand on parle d'achat, socialement responsable. Le code nous indique aussi que, la nature et l'étendue des besoins, eh bien, elle doit, voilà, prendre en compte aussi ces objectifs de développement durable. Donc on voit bien qu'on est sur toute notre chaîne de procédures. Ces objectifs doivent être pris en compte, donc tant, hein, dans la définition du besoin que dans l'exécution, et dans l'attribution. Hem voilà, on est couvert par les dispositions du code, et donc il y a aussi un apport de la loi climat et résilience, qui indique, hein, qu'il y a une obligation de prendre en compte le développement durable dans les spécifications techniques. Donc la loi climat et résilience, elle doit, ces articles doivent, entrer en vigueur, au plus tard en août 2026. Donc pour l'instant, voilà, on se prépare à ces obligations et donc en son article 35, elle indique qu'il y aura donc une obligation de prise en compte des considérations sociales, dans les conditions d'exécution des marchés formalisés. Donc obligation d'une disposition sociale. Il y a 4 dérogations, qui sont proposées par le législateur. Donc c'est si le besoin peut être satisfait par une solution qui est immédiatement disponible, si la prise en compte, elle n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du marché, parce qu'on va le voir, c'est fondamental, dans l'achat responsable, ou si la prise en compte d'une disposition sociale devait, restreindre la concurrence ou rendre économiquement difficile l'exécution de la prestation. Donc ça, on est dans le cadre habituel. Ou s'il s'agit d'un marché de travaux d'une durée inférieure à 6 mois. Donc on va revenir sur, l'importance de ces différents éléments, mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment un cadre qui est favorable et qui va se renforcer, dans les années à venir. Quelques mots aussi sur donc le PNAD, donc objectif ambitieux puisque l'idée c'est d'avoir 100 de contrats, notifiés au cours d'une année qui ait des considérations environnementales et 30 sur le volet, social. On a parlé donc des SPASER et des guides de la DAG et de la DAE, donc je vous mettrai bien sûr les liens pour que vous puissiez, y accéder, voilà, quand je vous enverrai le support et le replay. Ils sont super bien faits, très pratiques, donc vraiment moi je vous encourage à aller voir. Il y a des exemples de rédaction aussi puisque c'est ça, hein, qui est important aussi, de bien sécuriser la rédaction donc voilà, vraiment, n'hésitez pas et donc avant de passer à la présentation des différents leviers,
Voilà, c'était bien pour, rappeler que la commande publique durable, elle s'inscrit toujours, dans les grands principes, les principes fondamentaux de la commande publique. Donc transparence des procédures, liberté d'accès et égalité de traitement. On est toujours, dans ces principes, cadres. Donc on l'a dit, une obligation de moyens, hein. Donc l'idée, c'est qu'on doit prendre en compte les objectifs du développement durable dans l'expression, du besoin, et le législateur a prévu que si ces objectifs, ils peuvent pas être intégrés, il faut pouvoir le justifier. Donc à l'aide d'une fiche, de marché interne, à l'aide, voilà, de documents, mais il faut pouvoir, expliquer pourquoi, on n'a pas pu le prendre en compte, étant donné qu'évidemment, il y a des marchés pour lesquels ça n'a pas de pertinence. On pourrait y revenir et donc toujours cette idée de lien avec l'objet du marché qui est fondamentale. Donc voilà, quel que soit le volet sur lequel on travaille, il faut toujours évidemment s'interroger, sur ce lien avec l'objet du marché. Donc voilà pour une présentation un peu générale du cadre réglementaire favorable. Hem, Est-ce qu'il y a des questions? Donc je n'en vois pas. N'hésitez pas, hein, à m'interrompre, mais s'il y en a pas, je passe directement, à la mise en œuvre un peu plus concrète, plus pratique. Donc l'idée, c'est de vous présenter les différents leviers qui existent et le premier levier sur lequel on souhaitait, travailler avec vous, c'est le marché réservé. Donc le marché réservé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler? L'idée, c'est de limiter l'accès à certains types de structures qui sont définis dans le code et donc qu'on va voir ensemble. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tous les autres éléments du marché, ils sont identiques à un marché classique. Donc les critères sont les mêmes, les clauses d'exécution sont les mêmes, toute la partie, voilà, exécution après, service fait, tout ça, c'est la même chose qu'un marché classique. C'est juste qu'au niveau de l'accès, on restreint et on va le voir, pour certaines structures qui, voilà, le législateur a considéré qu'ils n'étaient pas, pleinement en mesure d'être en concurrence avec le secteur classique. En revanche, ce qui est important de noter, c'est que ces structures, elles peuvent aussi candidater à des marchés classiques. Donc on va le voir, c'est les structures qui relèvent de l'insertion, du handicap, de l'économie sociale et solidaire et puis maintenant, également, des, entreprises qui sont implantées en milieu pénitentiaire depuis octobre 2022. Mais ces structures-là, elles ont tout à fait le droit de candidater à des marchés qui sont non réservés. En revanche, voilà, l'idée, c'est de se dire qu'elles ont pas forcément les mêmes armes, que les entreprises du secteur classique et que du coup, on va leur réserver des marchés et donc elles ne sont en concurrence qu'entre elles. Donc on va voir les différentes modalités. Donc l'idée, voilà, tous les éléments sont identiques. Ce qu'il faut juste, c'est le mentionner. Donc il y a des mentions à faire figurer, dans l'AC et dans le RC. Voilà, pour que ce soit, bien identifiable. Nous, on conseille aussi de l'indiquer dans l'objet du marché, quand c'est un marché réservé. Comme ça, c'est très identifiable, par toutes ces structures-là qui font des veilles. Voilà, si on tape marché réservé dans leur, plateforme, de dématérialisation des marchés, elles tombent directement sur les marchés qui les concernent et de la même manière, les opérateurs économiques du secteur classique, bah, ne perdent pas leur temps, sur un marché, voilà, auquel ils ne peuvent pas, soumissionner. Donc ça, c'est, le principe. En pratique, pour réserver un marché, la clé, mais c'est vrai pour tous les leviers de l'achat socialement responsable, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de pouvoir étudier dès l'étude de programmation, de pouvoir flécher les marchés, voilà, sur lesquels on pense qu'on peut faire quelque chose et donc ça, vous avez des personnes qui peuvent vous aider, donc les facilitateurs, dont on parlera et les réseaux, insertion handicap ESS. Donc ce sont souvent des réseaux qui représentent, ces structures-là, qui ont du coup une excellente connaissance, de ce que peuvent faire les structures, de leurs capacités, des volumes qu'elles peuvent absorber, de leurs délais, voilà et qui donc peuvent vraiment vous assister dans le sourcing puisque c'est vraiment la clé quand on fait un marché réservé, c'est le sourcing, pour se prémunir contre l'infructueux, voilà et pour bien dimensionner le marché, bien le calibrer de manière, voilà à ce que vous ayez, beaucoup de structures qui répondent et que, du coup l'exécution se passe, au mieux. Voilà et donc j'en profite pour lever un peu les freins qui peuvent,
Voilà, venir en tête quand on n'a pas l'habitude de travailler avec ces secteurs-là, mais la qualité est aussi bonne que sur, du secteur classique. C'est pas toujours plus cher, ça dépend voilà, des structures et des segments achats. Mais voilà, bonne qualité, bonne exécution, on peut déjà se libérer de tous ces freins-là. Voilà, l'avantage, il est juste, en plus, c'est qu'on aide des gens qui sont éloignés de l'emploi, à y revenir. Voilà, donc je dirais, c'est tout bénef, dans la mesure où on le fait bien et où du coup, on se fait accompagner par des acteurs qui sont compétents. D'autant plus, hein, si on n'a pas le temps de faire un sourcing, qui soit complet soi-même, c'est toujours bien de se faire accompagner, voilà, pour être sûr de brasser, au plus large. Donc voilà, sur le marché réservé, on vous a remis donc vous aurez les structures, qui peuvent bénéficier d'une réservation. Donc on l'a dit, il y a les structures du handicap, donc les différentes structures, puisqu'il y a des entreprises adaptées, donc qui relèvent, elles, du secteur concurrentiel. Vous avez ce qu'on appelle les ESAT, donc les établissements et services d'aide par le travail, qui relèvent en revanche du secteur, médico-social. Voilà, vous avez les entreprises adaptées de travail, temporaire et vous avez les TIH qui sont les travailleurs indépendants handicapés. Donc il y a une large, diversité de structures et d'acteurs qui peuvent répondre, à vos besoins. Pareil sur l'insertion par l'activité économique, on ne vous les a pas tous mis, mais il y a une pluralité de types de structures et une pluralité d'acteurs et qui sont, vraiment sur des champs, des segments d'achat très différents. Donc on peut réserver, un marché, voilà, à peu près, tous les marchés peuvent être réservés. Il faut pas se restreindre, au segment achat classique, voilà, espace vert, seconde œuvre, voilà, on peut aller vraiment sur beaucoup de choses. Je pense notamment au numérique. Il y a énormément de structures qui sont voilà, sur la communication, sur, le graphisme, voilà, donc il faut vraiment s'interroger sur tous les segments et pas se restreindre. Donc il y a aussi une modalité, on va voir, qui permet de réserver aux structures, de l'économie sociale et solidaire et donc l'innovation, 2022 et c'est voilà, c'est je pense une belle opportunité, pour pas mal, de structures et pour les acheteurs que nous sommes. Ce sont les entreprises qui sont implantées en milieu pénitentiaire et qui emploient des personnes détenues. Puisque pour chacune de ces catégories, il y a, un seuil minimal de personnes, donc qui relèvent de ces dispositions qui est fixé à 50 voilà, par la partie, réglementaire du code. Heu, alors je vois qu'il y a un commentaire, n'hésitez pas à prendre la parole. Il existe très peu d'entreprises en milieu pénitentiaire employant moins de 50 de détenus. La plupart des embauches sont faites par l'administration pénitentiaire et mises à disposition d'entreprises. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, c'est encore minoritaire. Après, voilà, peut-être que ça peut, se développer avec cette loi. Nous, on travaille avec l'ATIGIP, du coup, qui est le service du ministère de la Justice qui travaille à l'insertion des détenus. Donc voilà, donc il me semble normalement ils interviennent dans un des ateliers, peut-être le dernier, mais en tout cas c'est des choses qu'on suit donc voilà, on essaiera de faire des livrables qui peuvent être mis à disposition des acheteurs, sur ce sujet. Voilà, donc sur la partie, réservation de marché, donc à savoir qu'il est possible, depuis donc décembre 2020, de réserver un marché au secteur du handicap et de l'insertion. Donc vous avez le choix, ça peut être et ça peut être ou et ça, c'est vraiment le sourcing qui vous dit, voilà, ce que vous pouvez faire. Heu, c'est en dehors du cadre des marchés réservés, mais il faut savoir qu'un acheteur auprès du secteur du handicap, vient en déduction de la contribution, FIPHFP pour la fonction publique. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant et donc pour les marchés réservés à l'ESS, on l'a dit, il y a des restrictions, donc c'est uniquement dans certains, domaines, donc certains codes CPV, c'est en gros la santé, les services sociaux et la culture. La durée, elle est maximale de 3 ans, hem et le titulaire ne se voit pas réattribuer, le marché, voilà. Une fois
qu'il en a été attributaire, pardon. Donc c'est des restrictions qui font qu'il y a très peu de marchés réservés à l'ESS, mais il y en a quand même. Et donc c'est un travail qu'a fait, la CRES, en tout cas Île-de-France, mais je pense que ça a été fait par d'autres CRES et peut-être même par ESS France, c'est de, répertorier, voilà, les beaux exemples qui existent et dont on peut s'inspirer. Voilà, et donc juste, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais dans le champ de l'économie sociale et solidaire, vous avez effectivement les structures de l'insertion, les structures du handicap, mais vous avez aussi une multitude de structures qui ne relèvent pas forcément d'un champ ou de l'autre, puisque ces deux champs-là sont des champs qui sont conventionnés. Donc voilà, c'est des structures qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, mais qui ne sont pas sur ces champs-là. Et donc c'est défini par la loi économie sociale et solidaire de 2014. Vous avez soit des structures qui relèvent de l'ESS, par statut, comme les associations ou les mutuelles par exemple, et d'autres, qui relèvent parce elles répondent aux caractéristiques de l'économie sociale et solidaire. Et donc là, c'est celles, notamment qui ont l'agrément ESUS. Voilà, donc c'est toutes des choses, très intéressantes. On vous a mis, là un exemple de rédaction de marché réservé, donc à la fois pour le RC et pour le CCAP, avec toujours, voilà, l'idée de l'indiquer, que ce soit le plus visible possible, à la fois pour les structures que vous visez et aussi, pour celles que vous ne visez pas. Donc je vois qu'il y a une question: «Existe-t-il un annuaire des entreprises de l'ESS? Je n'ai trouvé que des exemples de la CRES». Donc effectivement, voilà, pour sourcer, l'idéal, c'est d'aller voir les réseaux. Donc insertion et handicap, c'est assez bien structuré. Effectivement, pour, l'économie sociale et solidaire, l'idéal, c'est les CRES. Donc vous rapprochez de vos CRES, hein. Vous avez des interlocuteurs, voilà, la CRES Île-de-France, je pourrais vous donner les contacts. Il y a une cartographie qui est faite par la CRES Île-de-France qui s'appelle Carteco, et qui est assez bien, qui répertorie pas mal de structures de l'ESS. Donc je vous mettrai les liens tout à l'heure, et vous pouvez aussi pour vos sourcings, donc là on est que sur la partie, insertion et handicap, mais vous référez au marché de l'inclusion. C'est une application qui est portée par l'État et voilà, et qui met en lien, pour notamment la partie sourcing, les acheteurs, et les structures. Donc je vous mettrai, tous les liens dans le chat. Et du coup, super Clara, on est preneuse, on est preneur, pardon, de l'annuaire effectivement de la région, puisque voilà, pour aller dans ce sourcing qui est si important, hein, quand on est sur ces sujets. Donc voilà pour le marché réservé. J'avance vite parce qu'on a encore pas mal de choses, que je voulais voir avec vous, mais n'hésitez pas à intervenir. Le deuxième levier qu'on voulait vous présenter, c'est le marché d'insertion. Donc là, j'irai peut-être plus vite parce que c'est un levier qui est moins facilement mobilisable. Le marché d'insertion et de qualification, en fait, on achète des heures d'insertion. C'est-à-dire que l'objet de votre marché, c'est l'insertion. La prestation, que ce soit, voilà, du nettoyage, que ce soit, je sais pas moi, de l'entretien, du blanchissage, du conditionnement, c'est le support à l'objectif d'insertion, d'accord? C'est pour, que les personnes puissent être insérées, en apprenant une activité. Mais l'objet du marché, c'est bien l'insertion, et donc c'est, une modalité qui est pas forcément très utilisée, et contrairement à ce que je vous disais pour le marché réservé, ici, il y a beaucoup de choses qui changent par rapport au marché classique. C'est-à-dire que les critères d'évaluation, vous aurez nécessairement un critère qui porte sur l'insertion, puisque c'est l'objet du marché. Le service fait, il porte également sur l'insertion, puisque c'est l'objet du marché. Voilà, donc on est sur une modalité un peu différente. En pratique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du coup des marchés qui bénéficient d'une procédure adaptée, donc en raison de leur objet et donc quel que soit le montant. Donc on vous a mis les articles du code. De la même manière, voilà, il faut l'indiquer dans l'objet du marché. Voilà, mais j'y passe pas forcément beaucoup de temps. C'est une modalité qui est très intéressante, mais qui est assez,
voilà, assez peu utilisé et qui concerne, quand même un achat, plus spécifique. Mais voilà, c'est quand même une modalité, qu'il faut connaître et donc voilà, pareil, on vous a mis un exemple de rédaction donc que vous pourrez, consulter. Puis si vous avez des questions, bien sûr, à l'issue de l'atelier, n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra y répondre. Mais voilà, on vous a mis un peu un exemple de critères et puis on va y revenir puisque le critère est aussi un levier qu'on souhaitait vous présenter. Mais voilà, donc bien différencier les 2, voilà, c'est important. Donc merci, hein, pour le partage effectivement du marché de l'inclusion. Vraiment je vous conseille et puis je vous mettrai aussi en lien du coup un ils sont intervenus là dans un de nos ateliers la semaine dernière. Et donc voilà, on est une personne du marché de l'inclusion qui a pu présenter les fonctionnalités à la fois liées au sourcing et vous avez aussi, une possibilité qui est assez intéressante, c'est de publier sur le marché de l'inclusion, les marchés réservés que vous avez lancés. Donc voilà, toujours dans cette idée de faire connaître, le marché et d'en assurer la promotion, voilà et d'éviter l'infructueux. Donc il y a énormément de fonctionnalités qui sont utiles aux acheteurs, donc n'hésitez pas vraiment à aller faire un tour, c'est voilà gratuit et il faut juste se créer un compte, mais ça prend pas longtemps. Donc on vous conseille. Donc voilà pour le marché d'insertion, marché réservé. Le troisième levier sur lequel on voulait travailler avec vous, c'est la clause d'exécution. Donc la clause d'exécution, elle peut porter sur tous les champs de l'achat socialement responsable. Donc on va développer ici, nous, la clause d'insertion, socio-professionnelle, mais on peut, mettre des clauses, voilà, qui traitent, de tous les sujets. Donc on en a listé quelques-uns ici, mais c'est assez vaste. Ça peut être sur l'égalité, ça peut être sur la diversité, ça peut être sur les conditions de travail, ça peut être sur les formations, qu'on souhaite, voilà, que les salariés du titulaire, puissent suivre, donc c'est assez infini, bien entendu lié avec l'objet du marché toujours, hein, on est toujours dans cette idée-là. Mais le champ est très vaste. Nous, on est en train de travailler en ce moment sur les clauses égalité femmes-hommes avec le Centre Hubertine Auclair, qui est donc le centre de ressources, hein, sur l'égalité, de la région Île-de-France. Donc on devrait avoir des fiches pratiques qui sortiront, bientôt et pour ça, donc je vous renvoie au guide, de la DAG et de la DAE que je vous remettrai aussi, lors du prochain envoi. Voilà et comme ça, vous avez, tout le champ, assez large, sur lequel vous pouvez intervenir en tant qu'acheteur, pour améliorer tout ça. Donc je poursuis, donc voilà les différents champs. Maintenant, je vous propose de faire un focus sur la clause d'insertion. Qui est peut-être, quand on débute en achat socialement responsable, c'est peut-être ce vers quoi on tend et ça tient à mon avis du fait que voilà, qu'il y a des facilitateurs qui sont là pour vous accompagner. Hem, donc n'hésitez pas de la même manière, pour les acheteurs franciliens à revenir vers nous, vers la Max pour qu'on puisse vous mettre en lien avec le facilitateur de votre territoire puisque c'est un dispositif qui est territorialisé. Donc voilà, n'empiète pas sur l'atelier, de la semaine prochaine qui portera vraiment spécifiquement sur ce sujet-là. Mais en gros, le facilitateur, il est là pour vous accompagner en amont, sur, bah, tout ce qu'on appelle le calibrage, l'étude de programmation, de savoir quel levier mobiliser. Il est là pour vous accompagner pendant l'exécution du marché, pour accompagner en fait, surtout l'entreprise titulaire, pour réaliser la clause. Donc c'est vraiment un appui, pour l'entreprise, titulaire. Et voilà et il est là aussi, donc on a mis en aval, mais voilà, dès la à la fin du marché, et tout au long du marché pour vous rendre compte, sur l'exécution, de la clause que vous avez mis dans votre marché. Donc savoir si l'entreprise a bien réalisé les heures d'insertion, comment elle les a réalisées, qui en a bénéficié, voilà. Donc c'est vraiment un acteur très précieux du dispositif. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine à l'atelier
de mardi prochain pour en savoir plus et surtout à nous contacter si vous souhaitez qu'on vous mette, en lien avec le facilitateur de votre territoire. Donc je reviens sur la clause, d'insertion. Donc en gros, l'idée, c'est que dans votre, CCAP, puisqu'elle figure au CCAP, vous mettez une obligation pour le titulaire de réaliser une action d'insertion, pour les publics qui sont éloignés de l'emploi. Donc cette clause, on l'a vu, elle est intégrée au nouveau CCAG et vous avez juste quelques éléments à compléter, donc ça peut être aussi très facile, voilà, pour mettre une clause et sinon, bien sûr, le facilitateur avec qui vous travaillez vous proposera une rédaction qui vous couvrira, voilà, contre les risques juridiques éventuels. En gros, une clause d'insertion, elle se compose comme ça. On cible le public éligible, d'accord? Donc, qui est visé par cette action d'insertion et donc c'est généralement des publics qui sont éloignés de l'emploi, donc les bénéficiaires du RSA, des chômeurs longue durée, des jeunes sans qualification, des personnes reconnues, travailleurs handicapés. Voilà, vous avez une liste, qui est, en général, commune à tout le monde que vous pouvez, facilement reprendre. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le calibrage, c'est-à-dire le nombre d'heures, d'insertion que vous demandez au titulaire de faire et là, c'est en gros, c'est un calcul, c'est une formule, qui a été, généralisée par l'ANRU, hein, l'Agence nationale de rénovation urbaine. C'est vraiment eux qui ont lancé cette clause et qui est maintenant reprise, dans toute la commande, publique et qui permet réellement voilà, d'actionner des parcours d'insertion pour des personnes éloignées de l'emploi et de les ramener vers l'emploi. Donc c'est vraiment, il y a un impact réel sur les territoires. Hem, donc on ne peut que vous conseiller d'utiliser ce levier et en re voilà, la seule chose, c'est qu'il faut bien l'utiliser. L'idée, c'est pas de faire ce qu'on appelle du saupoudrage d'heures, c'est-à-dire, voilà, mettre des heures dans un marché sans que ça ait d'impact, sur des personnes. Et donc c'est là où l'accompagnement, du facilitateur est crucial. Hem, donc je finis, puis après je vois qu'il y a des questions. Donc voilà, le calibrage, en gros, le facilitateur travaille sur, le segment achat puisque, vous l'avez compris, l'idée, c'est de faire travailler des personnes en insertion et donc ce qui compte, c'est la part de main-d'œuvre. Et c'est pour ça, hein, on l'a mis sur le support, mais que les marchés de fourniture sont en général peu propices puisqu'il y a peu de part de main-d'œuvre. Mais en gros, voilà, on travaille vraiment sur le segment achat, et donc on prend en compte la part de main-d'œuvre, le taux horaire. On a, un objectif d'insertion qui peut varier, en général de 5 à 10. Et donc ça, voilà, c'est toutes des choses qui sont, discutées avec le facilitateur. Dans la clause, vous avez aussi justement cet accompagnement par le facilitateur qui est décrite puisqu'on l'a dit, le facilitateur aidera aussi, l'entreprise titulaire. C'est voilà, l'idée, c'est de faire reposer le moins possible cette contrainte sur l'entreprise, cette contrainte de recherche, de salariés et à savoir que vous avez 3 modalités d'exécution de la clause. Donc, voilà, sans rentrer dans les détails, mais le titulaire peut soit faire ce qu'on appelle de l'embauche directe, donc recruter quelqu'un en CDD, CDI, soit faire ce qu'on appelle embauche indirecte, donc c'est de la mise à disposition de personnel, soit passer par la sous-traitance ou la co-traitance, avec des structures, de l'insertion et du handicap. Et ensuite, votre clause, en général, elle, prévoit des pénalités. Donc on a en général 2 types de pénalités. Une pénalité pour les heures d'insertion qui sont non réalisées, et là, on se cale souvent sur le SMIC horaire, mais pas toujours. Et une autre, pénalité sur la non-transmission des documents de contrôle, puisque c'est vraiment ça, que va faire le facilitateur pendant l'exécution du marché, c'est suivre, contrôler, par le biais notamment des contrats de travail, des relevés d'heures qui seront, envoyés par le titulaire, donc c'est important. Hem, voilà, je regarde si j'ai des choses, que j'ai oublié de vous dire, mais voilà, a priori et la seule chose, je finis, c'est ce dont je vous parlais, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même un impact significatif, en termes d'insertion et donc on évite
de mettre des heures d'insertion dans un marché, voilà, qui est trop petit, voilà, pour un tout petit marché qui va générer très peu d'heures. En général, le facilitateur vous conseillera un autre levier, potentiellement le marché réservé. Voilà, c'est tout des choses, sur lesquelles le facilitateur peut vraiment vous aider. C'est tout ce qu'on appelle l'ingénierie de la clause. Donc c'est savoir quel levier utiliser, comment le mettre en œuvre, dans son marché. Voilà ce que je voulais vous dire, et je reviens du coup, à vous vous souvenez aux dérogations qui existent, qui vont exister pour l'obligation, relative à la loi climat et résilience, mais c'est pour ça que voilà, on considère que les marchés de travaux de moins de 6 mois, voilà, sont pas, impactants en termes d'insertion et c'est pour ça que ça constitue aussi une dérogation. Donc on est dans toute cette logique-là, c'est-à-dire de faire de l'insertion qui soit qualitative et que ça permette réellement à des personnes éloignées de l'emploi de revenir à l'emploi. Voilà, donc je lis maintenant les questions du chat. Donc pour un de mes marchés dont le sourcing avait montré que les entreprises n'étaient pas matures sur le sujet de l'insertion, je l'ai écrit sous forme de plan de progrès, mais il n'y a pas de pénalité, bien sûr. Qu'en pensez-vous? Donc effectivement, le plan de progrès, c'est un vrai levier. Donc on ne le traite pas aujourd'hui, mais on le traite dans un des ateliers. Il me semble que c'est le dernier, donc celui qui est sur le 20 avril et voilà, c'est un levier qui est très, 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 utile et effectivement, voilà, qui c'est vous avez parfaitement fait. Sourcing, on se rend compte que les acteurs ne sont pas matures et du coup, grâce au plan de progrès, en fait, vous pouvez les faire monter en compétences tout au long du marché. Donc vraiment, c'est idéal. Il y a un guide de la DAE qui est très bien fait sur le sujet. Donc non, non, c'est parfait, nous on recommande effectivement cette modalité-là, quand le milieu fournisseur n'est pas mature, que ce soit sur l'insertion ou sur les autres thématiques du développement durable, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un bon levier sous réserve toujours, bah, de pouvoir bien le mettre en œuvre et bien le suivre, voilà. Mais si on a les moyens de faire ça et les compétences, moi je trouve ça vraiment, vraiment génial. Comment se prémunir du prêt de main-d'œuvre illicite auprès de nos instances de contrôle? Effectivement, ça c'est toujours, difficile et dans le cas, de la clause d'insertion, c'est le facilitateur, qui se charge, voilà, de s'assurer et c'est aussi du coup une sécurité, qui se charge, bah, d'être sûr que les publics relèvent bien, des publics on l'a mis, voilà, des publics éligibles de la clause. Et comme ça, vous pouvez vous assurer, que les personnes relèvent bien, de l'insertion. Donc c'est voilà, ce facilitateur, je l'ai pas dit, mais dans un de ses rôles, c'est aussi de contrôler, de s'assurer, que les publics, relèvent bien des publics éligibles de votre clause et c'est lui qui assure ce contrôle-là. Donc c'est aussi une sécurité pour vous et puis c'est surtout quelque chose que vous n'avez pas à traiter parce que vous n'avez pas forcément, voilà, les compétences, étant donné que c'est pas votre métier et qu'en revanche, c'est son métier à lui. Donc n'hésitez pas vraiment à y avoir, recours. Mais bien sûr, voilà, c'est toujours un sujet, ce prêt de main-d'œuvre illicite et voilà mais c'est en tout cas pour la clause, le facilitateur peut vous être, très, très, très précieux. On vous a mis un exemple, hein, de rédaction, donc proposé par un facilitateur francilien. Mais bien sûr, voilà, il y a une multitude de rédactions qui sont toutes plus ou moins proches. Donc n'hésitez pas à voir avec, le facilitateur de votre territoire. Donc j'avance assez vite pour, laisser le temps, à Clara Blanchard de nous exposer ce qui a été fait, dans la région Île-de-France. Donc sur voilà, sur la clause, le dernier critère sur lequel on voulait passer, brièvement, c'est, le critère d'attribution. Donc, les fondements, juridiques, on vous les a rappelés là. Donc l'idée, c'est de prendre en compte l'offre qui soit économiquement la plus avantageuse. Et donc, voilà, l'idée d'utiliser, des critères qui relèvent, des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux est aussi bien sûr, bien entendu, hop, pardon, prévu par le code. Donc, c'est voilà, quelque chose un levier que vous pouvez, utiliser sans problème. L'enjeu ici, il va être, de sécuriser le processus. Donc nous, on a pris pareil, hein, comme pour la clause tout à l'heure, un focus sur le critère,
d'insertion, donc qui peut s'appeler critères de performance sociale, critères d'insertion socio-professionnelle. Vous avez, voilà, plusieurs manières de l'indiquer, mais en tout cas, nous, ce qu'on a pu observer, parce que c'est quelque chose qui est mouvant, hein, qui est en construction, voilà, on est toujours frileux sur les critères qu'on utilise, là d'autant plus. Mais quelque chose qui peut être bien, c'est de lier le critère à la clause. Et comme ça, voilà, vous évaluez la qualité, de mise en œuvre des heures d'insertion que vous avez exigées, dans votre clause. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, l'association clause-critère. Nous, on recommande, sachant que vous pouvez aussi, valoriser dans votre critère, une partie donc qualitative, on l'a dit, et puis une partie quantitative, c'est-à-dire évaluer, les heures qui sont proposées en plus, par les soumissionnaires. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Hem, Bien sûr, il y a toujours l'histoire de la pondération. Donc l'idée, c'est de choisir une pondération qui soit proportionnée, voilà, pour qu'elle ne soit pas discriminatoire et puis pour qu'on respecte, bien sûr, l'équilibre par rapport aux autres critères. Mais l'enjeu, c'est que la pondération, elle soit suffisamment importante pour qu'elle soit impactante et pour qu'elle soit significative. Donc nous, voilà, on conseille de pas descendre en dessous de 10 de la note globale, voilà, selon quoi après ça devient quand même, assez mineur dans la notation. Donc voilà, nous on trouve qu'entre 10 et 15 on se situe sur quelque chose de pertinent. Et donc voilà, vous pouvez décomposer, nous c'est ce qu'on recommande, le critère social en plusieurs sous-critères avec des éléments d'appréciation qui soient précis, qui soient observables en cours de marché. Et c'est là une des difficultés bien sûr, c'est voilà, c'est de s'assurer de contrôler, ces éléments qui relèvent du critère et qui soient quantifiables, hein, ces éléments d'appréciation. Donc voilà, souvent question fermée, réponse chiffrée, c'est plus facile en termes de contrôle, et donc voilà, vous avez ensuite votre grille de notation et puis vous donnez, voilà pardon, une note. Ce critère-là, on le recommande notamment pour les segments d'achat où il y a une main-d'œuvre qui est peu qualifiée. Et je pense notamment au secteur du nettoyage, sur lequel, voilà, une clause d'insertion seule n'est pas forcément pertinente, pour de multiples raisons. Et notamment le fait que voilà, que c'est souvent des conditions de travail qui sont très difficiles et puis que les personnes, qui sont employées par les entreprises titulaires relèvent souvent de fait de l'insertion. En revanche, quand vous liez votre clause à un critère, et ben, vous vous assurez de la partie qualitative de l'insertion et ça peut être vraiment très, très, très intéressant. Donc on vous a mis des exemples, voilà, de critères, de sous-critères qui peuvent être, utilisés. Donc on le disait, hein, voilà, essayer d'être le plus précis, objectif possible, chiffré quand c'est possible. Voilà, donc on peut intervenir sur, la formation, sur le tutorat, sur le type de contrat, sur l'égalité, la mixité, la diversité. Voilà, il y a une multitude de champs sur lesquels, vous pouvez noter, voilà, avec toujours évidemment cette idée d'être en lien avec l'objet du marché et de pouvoir, contrôler. Heu, voilà, donc en ce qui concerne les différents leviers qu'on voulait vous présenter, donc encore une fois, hein, le plan de progrès, sera abordé, ultérieurement et on reviendra aussi, bah, tout au long de ce cycle, sur les différents leviers qui vous ont été, voilà, rapidement présentés ici. Et donc dans la stratégie achat, ce qui est important, c'est de choisir ce levier et donc on le disait, voilà, vous avez une multitude d'outils pour choisir. Le premier pour moi est, voilà, important, importance cruciale, c'est la programmation, c'est anticiper, s'y prendre en avance, pour bien aussi travailler avec vos directions opérationnelles. Parce qu'il y a parfois un travail de conviction qui est important à mener, c'est voilà, il y a on peut avoir des préjugés sur ces secteurs-là et puis, ne pas forcément être au courant de, voilà, des législations et de tout ce qui pèse sur l'acheteur public, sur ces sujets-là. Donc
Donc n'hésitez pas, voilà, à mettre en œuvre, quand c'est possible, des programmations sur ce sujet-là ou à pouvoir greffer ces sujets-là sur les réunions de programmation avec, les services opérationnels si c'est pas déjà mis en œuvre, dans votre, structure. Donc il y a bien sûr les SPASER et puis plus largement tous les documents cadres, parce que parfois on n'a pas de SPASER, mais en revanche on a, dans sa structure, dans sa collectivité, bah, plusieurs plans, qui impactent, l'achat public. Donc ça peut aussi être un outil et puis voilà, bien sûr, on le dira jamais assez, mais l'appui des réseaux, insertion handicap ESS, des facilitateurs, le sourcing et puis, voilà, pour les acheteurs franciliens, n'hésitez pas à nous saisir, donc le guichet régional des clauses sociales qui est animé par la Max, ou à nous envoyer, voilà, on vous a mis les 2 adresses là, mais directement un mail, si on peut vous mettre en lien, voilà, avec, un réseau, un facilitateur ou, vous aider dans tout ça, ce qu'on disait, l'ingénierie de la clause, à choisir la modalité, la disposition, qui est la plus pertinente au regard de votre marché. On vous a rappelé aussi, voilà, les différents outils. Donc il y a le guide de la DAE, on vous a mis le lien pour le marché de l'inclusion. Un outil qui est très intéressant aussi, qui s'appelle la REF, qui reprend donc qui a été développé par les réseaux 3AR et Réseco, qui sont des réseaux, de l'achat durable aussi, donc pour d'autres régions, hein. Nous, on porte le réseau pour l'Île-de-France, mais il y a des réseaux dans d'autres régions. Voilà et qui est aussi, très intéressant en termes de réglementation, achat responsable. Donc on vous conseille d'y jeter un œil et puis je crois que c'était aussi dans un des commentaires, mais enfin il y a Approche qui est très intéressant, qui est un site mis en place par l'État, justement pour publier, les programmations achats. Et donc ça permet aux entreprises, voilà, d'avoir un œil, sur les programmations et donc les intentions d'achat. On n'est pas du tout sur, une obligation ensuite de générer une consultation, pas du tout. C'est une intention d'achat, mais voilà, qui permet quand même, aux opérateurs économiques d'avoir un œil. Donc on vous conseille, voilà et puis donc rapidement, les choix du levier, le périmètre aussi qui est important donc l'allotissement, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler quand on parle d'achat responsable, de manière globale et surtout d'achat socialement responsable, c'est travailler sur l'allotissement et voilà, bien sûr toujours se prémunir contre l'infructueux. Je vous conseille, je aussi un atelier qu'on avait, justement, dispensé en décembre. Peut-être que certaines et certains d'entre vous l'ont suivi, mais qui portait justement sur le sourcing. On avait une intervention justement de la DAE et du ministère de la Justice qui est pas mal en avance sur ces sujets-là. Voilà, donc on vous a mis, quelques éléments dans le PowerPoint, mais j'essaierai de vous l'envoyer, puisque, voilà, dans toute cette partie, sourcing, publication des intentions d'achat, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, de la part de l'acheteur. Donc c'est aussi revoir nos pratiques à nous, la manière dont on fonctionne et la manière dont on interagit avec les opérateurs économiques, la manière dont on est transparent aussi sur notre programmation et c'est tout des choses qui vont dans le sens de l'achat responsable, puisque dans l'achat responsable, il y a aussi ce lien avec le tissu, économique qui est important. Voilà, donc je laisse, la parole à Clara Blanchard. Je vous donne juste on vous a mis aussi dans le support des ressources, du coup documentaires que vous pourrez consulter et puis les prochains ateliers. Voilà, donc il y en a c'est en le mardi matin sauf, voilà, la semaine du 18, enfin du 17 du coup avril, il y en a 2, un mardi et un jeudi. Donc j'espère que vous serez également parmi nous. Hem voilà, écoutez, dans tous les cas, je reste, à disposition si des questions vous viennent et puis du coup, j'arrête mon partage et Clara, je te laisse, la parole. À toutes et à tous. Alors, moi, du coup, qui partage, c'est bon. J'ai enlevé. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors ça arrive, C'est en cours. c'est bon. OK, super.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Clara Blanchard. Je travaille à la région la région Île-de-France, du coup, en tant que chargée de mission de l'engagement des entreprises. Et donc, j'ai évidemment comme spectre de mission l'impulsion de politiques d'achat, notamment socialement responsables, euh, aussi bien en interne et notamment en externe auprès des partenaires privés. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ma slide, alors la présentation ne portera pas uniquement sur la politique d'achat socialement responsable en région Île-de-France, puisque voilà, au-delà de la politique que la région mène en interne, en fait, voilà, on a une politique publique, donc adressée à des partenaires extérieurs, d'incitation à la mise en place des achats socialement responsables. Donc, mon propos va se distinguer en deux parties, mais on va quand même essayer d'aller assez rapidement sur le pourquoi une politique d'achat socialement responsable, notamment au niveau régional, puisque voilà, je pense que les raisons qui nous animent sont relativement similaires. Et puis, voilà, dans un second temps, on va se concentrer sur les outils dont la région a à disposition pour ce type de politique d'achat socialement responsable. Donc voilà, je vous dis en avant-première, c'est évidemment la commande publique et la commande auprès des acteurs privés. Donc, dans un premier temps, pourquoi la région en fait s'est intéressée aux achats socialement responsables? Et oui, peut-être j'ai oublié de dire que n'hésitez pas, pardon, à noter vos questions, à poser les questions au fur et à mesure. Puis dans tous les cas, soit Louise, tu me préviens s'il y a une question que tu juges importante, soit dans tous les cas, je rebalayerai à la fin de la présentation. Donc, pourquoi une politique d'achat socialement responsable en région Île-de-France? Donc, Louise en a parlé, donc je vais pas m'étaler dessus, mais voilà, ça répond notamment à une exigence réglementaire voilà, de vote d'un schéma de promotion des achats responsables. Donc ça, c'est depuis 2014 et donc la région Île-de-France en est à son deuxième schéma de promotion des achats responsables. Voilà, le second, on l'a voté l'année dernière. Donc, au-delà des enjeux réglementaires sur lesquels, voilà, ce n'est pas du tout euh, voilà, c'est pas uniquement notre état d'esprit. Ça relève tout simplement aussi d'une adéquation avec nos compétences et notamment notre compétence de développement économique. Car la région, voilà, est chef de file de l'aide aux acteurs économiques du territoire. Pour ça, voilà, on a des dispositifs de financement, de subventions, etc., qu'on met en place, d'accompagnement et finalement qui nous permet en fait d'orienter le développement de certaines filières prioritaires et donc notamment comme filière prioritaire, je vais parler de l'économie sociale et solidaire, évidemment. Et ben finalement, la commande publique, nos propres achats sont un levier autre que les financements classiques, tels que la subvention. Et donc, comme dernière raison principale, finalement, la commande publique et privée, nos achats nous permettent voilà, de développer les filières qu'on considère comme clés pour le territoire, clés pour la région Île-de-France. Et donc, merci à Louise d'avoir fait un peu le prélude de ce que c'est l'ESS. Mais voilà, on a évidemment ces types d'acteurs qu'on privilégie et voilà, qu'il est important de maintenir sur le territoire voilà, pour les raisons qu'on connaît, à savoir, voilà, ils permettent d'insérer des personnes éloignées de l'emploi, des personnes en situation de handicap, etc. Enfin, voilà, pour toutes les raisons qu'on connaît. Et donc, pour aller un petit peu dans le détail de ces deux grands schémas et deux grandes stratégies qui nous permettent de voilà, consolider et de nous donner un cap en termes de politique d'achat socialement responsable, comme je vous le disais, il y a le schéma des achats responsables. Et donc, peut-être pour vous donner un chiffre, les commandes de la région, voilà, les achats de la région, ça représente 900 alors attendez, j'ai un petit doute, c'est 900 000, non, c'est 900 millions € de budget, voilà, enfin voilà, presque 1 milliard.
qui permet du coup de rapporter de l'activité à 2500 entreprises. Donc voilà, on a à cœur de faire de cette commande, de cet achat, un acte de progrès économique, environnemental et social. Et donc, voilà, dans l'axe 2, vous pouvez voir que, l'achat socialement responsable est évidemment un de nos, enjeux clés, un de nos objectifs clés. Et donc cet axe, en fait, il fait écho également à notre, stratégie de développement économique de l'ESS, voilà, que je comment dire? Car je travaille au sein de la mission ESS, donc ça va être un peu plus, mon cœur d'activité. Donc voilà, on porte une politique de développement économique des structures de l'ESS. Et donc dans ce cadre-là, on a à cœur de faire, de ce type d'acteur, en fait, un partenaire clé de l'économie francilienne et qui permettent notamment, aux acteurs dits classiques, aux entreprises, aux TPE, PME, grands comptes et cetera, voilà, d'en faire des véritables partenaires économiques et des partenaires de l'engagement RSE. Et donc, nos cibles, de manière un peu plus précise, bah, c'est celle, que détaillait Louise. Finalement, on est vraiment sur, voilà, sur cette typologie prioritaire de développement, en Île-de-France. Donc à savoir, voilà, les entreprises d'insertion, qui permettent, voilà, encore une fois, l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi, le secteur du handicap, donc à savoir les entreprises adaptées et les ESAT, donc qui emploient des personnes en situation de handicap. Et voilà, on tend à défendre aussi d'autres types de structures, qui répondent, voilà, à la définition de la loi de 2014 qui a permis de donner une définition légale à l'ESS, à savoir, là, développer les coopératives qui tentent, voilà, d'avoir un véritable mode de gouvernance, démocratique. Les entreprises ESUS aussi, ça va être dans notre cœur de cible, à savoir, voilà, c'est des entreprises commerciales qui, consolident leur mission sociale à travers l'adoption d'un agrément ESUS, donc d'utilité sociale. Et enfin, notre dernière cible, ça va être, le développement des associations qui ont un modèle économique. Donc, voilà, de ces cibles, on connaît leurs besoins prioritaires et ça, c'est tout le propos de la stratégie USS et des dispositifs régionaux, adressés à ce type d'acteurs, voilà, que d'y répondre, à savoir, voilà, les financements, leurs besoins de financement. On a des aides en subvention. Un autre de leurs besoins, clés qui est, l'accès au foncier. Voilà, parce que ce type de structure qui privilégie parfois la mission sociale à la rentabilité, peuvent avoir des difficultés d'accès aux locaux. Donc ça va être aussi, un besoin qu'on tente de couvrir. Et un dernier axe, de leurs besoins qui est important et pour lequel on a développé un dispositif, c'est évidemment l'accompagnement, la mise en relation, le changement d'échelle et cetera. Et donc ça, on a un dispositif qui s'appelle l'accélérateur ESS. Et donc au-delà, de tous ces besoins, et c'est ce qui, nous concerne, plus particulièrement aujourd'hui, en fait, voilà, parfois au-delà des besoins de financement du foncier et cetera, tout simplement ces structures, elles ont besoin de remplir leur carnet de commandes, parce que voilà, en fait, comme, leur activité est vraiment un support pour l'emploi, aux personnes qui sont exclues du ou éloignées du marché de travail, ils ont besoin de cette activité économique, pour que leur mission, voilà, d'insertion à travers, le travail, puisse être, pleinement, remplie. Et donc, le fait de remplir leur carnet de commandes, de leur, réserver des marchés et en fait, est aussi essentiel que, des outils classiques de la subvention et cetera. Et donc, de ce besoin, on en a fait, 2 axes prioritaires et l'action régionale en interne aussi, a tenté, d'y répondre. Donc voilà, les 2 axes, c'est de ce dont je vous parlais, à savoir, voilà, la commande publique et la commande privée, qui permet de leur apporter de l'activité économique. Et donc, quand même, pour, conclure sur cette première partie, le pourquoi, heu, peut-être un petit topo finalement de ce qu'est un achat responsable, au sens entre guillemets «de la région Île-de-France», hein. C'est pas du tout des axes étonnants, mais voilà, comme, mon propos, c'est vraiment de faire, un focus sur les structures de l'ESS,
Et la politique d'achat socialement responsable, voilà, on a quand même d'autres définitions au sein de la région de ce qu'est un achat responsable. Donc voilà, au-delà du levier social, on a le levier environnemental où, à travers nos achats locaux en région Île-de-France, et cetera, on a vocation à limiter notre impact environnemental tout simplement. Donc ça, voilà, il y a certains marchés où on pousse le curseur un peu plus loin. Pour vous donner un exemple, voilà, on tente, d'avoir au maximum, un approvisionnement bio pour notre marché lycée, et cetera. Donc voilà, c'est un autre, enjeu important, parmi nos achats. L'autre axe, qui fait écho à ce dont je vous expliquais, par rapport à notre champ de compétences de développement économique, et cetera, et puis à notre périmètre géographique tout simplement, c'est, l'axe territorial. À savoir, voilà, on a tout intérêt à maximiser, les structures, qui bénéficient de nos marchés, en région Île-de-France, et encore une fois sur certains, qui se positionnent, sur certaines filières, dont l'exemple de l'ESS. Et enfin, voilà, un dernier, volet de notre, politique d'achat responsable, c'est le volet éthique. Car voilà, la région, doit poursuivre son exigence de transparence et de lutte contre toute forme de corruption dans l'usage des données publiques. Donc voilà pour cette première partie. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des questions, Louise, dans les médias ou je passe à la suite? Non, je pense que tu peux passer, pas de questions pour l'instant. OK, très bien. Donc, au-delà du pourquoi, c'est le comment. Et donc pour vous détailler un petit peu plus, sur notre politique, en tout cas interne région Île-de-France, donc encore une fois, comme c'est pas notre premier schéma, on a déjà, quelques retours d'expérience. Et donc là, voilà, dans notre schéma actuel, on a posé vraiment un objectif, d'achat socialement responsable, donc voilà, qui suit, les recommandations, nationales, à savoir, 30 des marchés, notifiés au cours de l'année, donc ce sera à partir de 2025, devront comprendre au moins une considération sociale. Donc, en termes d'outils, en fait, parmi ces 30 en fait, de marchés notifiés qui devront prendre en compte une considération sociale, c'est les outils, encore une fois, classiques, que Louise a explicités en première partie, à savoir, voilà, on utilise évidemment, des critères pour atteindre cet objectif de considération sociale et d'accès aux structures de l'ESS au marché public. Donc les critères, ça va être plus un outil, quand on n'est pas sûr, entre guillemets, que ce soit une structure de l'ESS, qui puisse répondre à un marché public. Voilà, quand il y a un peu plus, des éléments de doute ou autres, on va utiliser, la pondération sociale. Alors que voilà, si on est, davantage sûr qu'une structure de l'ESS peut répondre à un marché public, on va davantage utiliser les marchés réservés. Donc nous, on le fait de manière un peu plus forte, pour le secteur adapté, donc le secteur du handicap, mais il est tout voilà, enfin, puisque ça relève d'un partenariat principal avec un réseau, du secteur adapté. Mais voilà, c'est tout à fait, envisageable de le faire aussi avec le secteur de l'insertion. Et puis en termes, d'autres outils, voilà, en fait, de toute façon, la clé, c'est de, bien comprendre l'écosystème ESS pour pouvoir calibrer le marché, de sorte à ce qu'elle puisse y répondre, quoi. Ça, c'est vraiment la clé. Et du coup, peut-être pour vous donner, un peu plus, de chiffres sur notre, commande publique, voilà, actuellement, 80 des fournisseurs sont des TPE-PME et 90 leur siège en région Île-de-France. Donc, voilà, on est quand même assez satisfait, du résultat. Et du coup, peut-être pour que vous compreniez un peu mieux notre organisation, alors peut-être ce que j'ai oublié de dire, donc en fait, en total écho, avec notre stratégie ESS, les cibles qu'on va privilégier dans notre commande publique, enfin à l'heure actuelle, mais c'est pas du tout, gravé dans le marbre, enfin, c'est, le secteur adapté et le secteur de l'insertion. Parce que voilà, on a vraiment à cœur, de soutenir, des structures qui sont pourvoyeuses
pourvoyeuses d'emplois inclusifs, etc. Donc, ça va être vraiment notre cible. Mais ça n'empêche pas du tout, voilà, qu'on puisse passer des marchés avec des coopératives, avec des structures de l'ESS agréées ESUS, etc. Mais voilà, disons, notre focus va être plus sur les SIAE et le secteur adapté. Et donc, en fait, nous, on a une fonction achat qui est centralisée à la région Île-de-France. Donc, je ne sais pas, tous et toutes ne connaissent peut-être pas notre personne en charge des achats responsables, mais disons qu'on a quelqu'un qui vraiment se charge des sujets à la région Île-de-France. Euh, donc voilà, en plus qui fera l'objet d'une présentation, si je ne me trompe pas, Louise, dans les semaines à venir. Donc, il aura aussi l'occasion de vous donner son avis. Mais voilà, du coup, on a 7 personnes qui sont en charge des sujets et qui, en fait, très concrètement, avec un tableau Excel, on réalise une gestion prévisionnelle des achats. Donc, on fait un peu l'état des marchés régionaux sur l'année. Et l'enjeu pour chaque marché, c'est d'identifier ou non si une structure de l'ESS pourrait y répondre. Donc ça, c'est notre fameuse personne en charge des achats qui s'en charge. Et puis après, il y a toute une étape de communication euh, avec nous, donc en charge de la stratégie ESS, où voilà, on va pouvoir donner notre avis, enrichir le sourcing des structures. Et puis, on a aussi également d'autres partenariats avec des réseaux dont parlait Louise, donc à savoir le réseau GZ, qui est vraiment notre partenaire privilégié dans cette politique interne d'achat responsable. Encore une fois, ils vont enrichir le sourcing. Il y a le Graphi, même la Max qui a pu donner son avis sur la gestion prévisionnelle des achats. Enfin voilà, encore une fois, on est vraiment dans une logique d'enrichissement et de consultation des partenaires experts de l'ESS. Et puis ensuite, au-delà de ce sourcing, bah, la question, ça va être de savoir quel type d'outils, voilà, si c'est un marché closé qu'on va réaliser, si c'est un marché réservé, si on va mettre un critère, etc. Et donc, dans l'optique après de faire un reporting et d'avoir un suivi un peu précis du nombre de marchés euh, où les structures de l'ESS auront pu en reporter. Donc voilà, en termes d'organisation. Et donc voilà, vraiment ce qui est clé, c'est le sourcing. Et autre élément quand même très important dans cette organisation, c'est le travail de sensibilisation qu'on réalise. Parce que voilà, une personne ne peut évidemment pas porter toute une politique d'achat responsable. Et donc, il y a un travail qui est mené de sensibilisation des agents aux achats socialement responsables. Voilà, très concrètement, dans une semaine, on a aussi une sensibilisation des agents, donc, qui sont aussi les prescripteurs des achats et qui vont donner leur avis lorsqu'il y aura une attribution du marché, enfin en tout cas en termes de construction du marché qui sont présents. Et du coup, dans une semaine, ce sera sur l'économie circulaire. Mais voilà, c'est quand même un travail précieux dans une politique d'achat responsable. Donc, en termes de résultats, pour vous donner un petit peu d'historique, même si voilà, les chiffres tendent à croître, enfin, on l'espère dans les années à venir. Donc, en 2019-2021, en fait, la région a permis voilà, plus de 440 000 heures d'insertion, ce qui correspond à peu près 230 ETP. Donc, voilà, très concrètement, c'est des emplois qui ont été pourvus par des personnes éloignées de l'emploi ou en situation de handicap. Donc, voilà. Ensuite, en termes d'attribution effective de marché, donc on peut toujours mieux faire, mais sur la période 2020-2021, il y a eu 22 marchés qui ont été attribués à des structures de l'ESS, ce qui correspond à un chiffre d'affaires moyen de 584 millions d'euros hors taxes. Et donc là, j'ai eu les chiffres hier de l'année 2022 et on est environ à 1 million de marchés qui ont été couverts par des structures de l'ESS. Donc pour vous citer quelques exemples de marchés qui ont été réservés à ces structures, on a les marchés traiteurs, restauration, les marchés d'intérim aussi, notamment, voilà, on a des personnels d'accueil dans les lycées et donc on a réussi à faire en sorte que ce soit une entreprise d'intérim, d'insertion
qui a remporté le marché. On a également voilà, les moyens généraux, le numérique, comme c'était Louise, où les structures de l'ESS sont assez présentes finalement. Et pour vous donner un exemple un peu fort aussi, lors de la crise Covid, finalement, c'est des entreprises adaptées qui ont fabriqué les masques Covid qui ont été distribués par la région. Donc voilà, et puis effectivement, pour rejoindre le propos de Louise, sans surprise, c'est des prestations de qualité où voilà, tous les agents sont extrêmement satisfaits à chaque fois, puisque voilà, ça coche les cases de qualité. Et puis voilà, il y a cette mission sociale qui nous tient à cœur. Donc pas de mauvaise surprise. Et puis, et puis voilà, enfin, surtout, ce qu'on entend souvent, c'est que, parfois ça peut «mal se passer» entre guillemets, mais en fait ça c'est pas parce que c'est une structure de l'ESS que ça se passera mal, quoi. Et même sur d'autres types de marchés, qui sont attribués à des entreprises, «classiques» entre guillemets, bah, parfois, ça correspond pas forcément aux attentes, mais voilà, c'est pas parce que c'est une structure de l'ESS qu'il y a qu'une chance, c'est peut-être conjoncturel ou autre. Et donc, voilà, faut pas être «défaitiste» entre guillemets s'il y a une solution qui nous a pas plu. Encore une fois, c'est pas parce que c'est une structure de l'ESS. Heu, donc, bon, désolée, on voit assez mal ce schéma, mais ce qu'il faut retenir de la politique d'achat socialement responsable de la région, c'est que voilà, on avait fait une étude lors de notre bilan de notre ancien schéma de promotion des achats responsables, et qu'au-delà des structures de l'ESS, voilà, on a une grille de lecture QPV aussi. On regarde, quelles entreprises, que ce soit ESS ou non, ont réussi à avoir un marché de la région. Et donc ça, c'est une grille de lecture aussi, qu'on Juste a. Oui, juste Clara, peut-être préciser QPV, je sais pas si ça parle à tout le monde, oui. Oui, tu as raison. Quartier politique de la ville, bah, en fait, c'est des, quartiers prioritaires où voilà, il y a une analyse, socio-économique, et qu'on va, «diagnostiquer» entre guillemets comme des, quartiers difficiles, où il y a beaucoup d'enjeux d'inclusion, d'insertion et cetera. Et donc, voilà, c'est pas tous les quartiers, enfin voilà, ça peut même être dans une ville, dans la ville de Paris, typiquement Belleville est considéré comme un quartier QPV puisque voilà, soumis à des enjeux sociaux, économiques et cetera. Donc oui, merci Louise, pour la précision, tu as raison. merci. Et donc, j'en ai fini pour la politique, interne, disons, d'achat, socialement responsable de la région. Alors je n'ai toujours pas le est-ce qu'il y a des questions? Peut-être pas dans non plus? Pas pour l'instant, non. Tu peux OK, heu, alors une question, mais c'est peut-être, je sais pas si c'était directement, adressé. Écoute, si tu veux, tu peux finir et puis on la prend OK, après. OK, ça marche. Très bien, donc voilà, comme je vous le disais en introduction, on a une politique interne, mais on a une voilà, politique, d'animation des achats responsables en région Île-de-France, et ce notamment, auprès des acteurs privés. Parce qu'en fait, finalement, il est plus facile de porter ce discours quand voilà, on a à cœur aussi nous de le développer en interne, on a des retours d'expérience pertinents et cetera. Enfin voilà, comme, enjeu d'exemplarité, c'est plus facile. Donc voilà, comme les acteurs, finalement publics, on est quand même dans un mouvement de responsabilisation, des acteurs privés, en fait, qui n'ont plus le choix finalement d'intégrer des critères sociaux, environnementaux dans leurs propres, pratiques, achats. Donc voilà, pour des raisons évidemment, réglementaires, mais au-delà de ça, de hausse des coûts des transports, des matières premières, et cetera. Ou pour, tout simplement pouvoir répondre, heu bah, aux appels d'offres qui sont émis par les acteurs publics. Et donc comme ces acteurs publics, intègrent de plus en plus, des critères sociaux et environnementaux, bah, finalement on a un effet entre guillemets de «ruissellement», de ces bonnes pratiques auprès des acteurs économiques. Et
Et puis, comme on le sait, de toute façon, l'impact social, environnemental et donc l'impact carbone des pratiques achats, enfin, se concentre essentiellement dans la chaîne d'approvisionnement, quoi. C'est le fameux scope 3 lorsqu'on réalise un bilan carbone. Et donc, voilà, on a décidé d'accompagner les acteurs privés dans l'amélioration de leur politique achat responsable et compte tenu, encore une fois, de notre bonne pratique en interne. Et donc, pour ça, on s'appuie sur 2 partenaires de l'ESS, à savoir Social Cobiz, qui sont, voilà, des cabinets de conseil et d'accompagnement heu, aux pratiques, heu, aux pratiques ESE, aux coopérations avec les structures de l'économie sociale et solidaire et Groupe SOS Consulting. Et donc pour vous donner, très rapidement de la visibilité, sur ce qu'on fait, donc on a accompagné depuis plus de 2 ans, 59, enfin on a réalisé 59 prestations de conseil, qui ont permis à voilà, qui ont bénéficié à plus de 80 entreprises et acteurs de l'ESS. Donc toutes ne relèvent pas des pratiques achats socialement responsables, mais c'est quand même un de nos cœurs, d'action, prioritaires. Et donc pour vous citer, quelques exemples, d'accompagnement qu'on a réalisés, donc typiquement, en fait, la région, subventionne parfois des grands projets, industriels en région Île-de-France. Donc voilà, très concrètement, c'est une aide économique et donc nous, en fait, on va se porter comme garant de l'amélioration de pratiques écologiques et sociales, de ces grands projets qu'on finance et donc c'est ce qu'on appelle des contreparties RSE qu'on négocie avec ces grands acteurs. Et donc, les achats socialement responsables sont une des constantes, des contreparties qu'on va négocier avec ces acteurs. Voilà, on va les inciter, leur donner des objectifs, de coopération avec les structures de l'économie sociale et solidaire du territoire. Voilà, c'est vraiment, des contreparties qui ont porté, leurs fruits et puis à chaque fois les entreprises, n'ont pas «le choix» entre guillemets que de jouer le jeu et voilà, c'est en tout cas, c'est un outil qui marche et qu'on vise à développer aussi, avec les TPE et PME, qu'on subventionne. Où voilà, pareil, il y aura cette volonté d'inciter, ces entreprises, par le biais de nos aides économiques, aux achats avec les structures de l'économie sociale et solidaire. Pour vous, donner quelques autres, exemples très rapidement, on va pouvoir aussi faire, des webinaires, sur cette thématique, auprès de clubs d'entreprises. Donc là, dans un peu moins d'un mois, on va faire une présentation à un club d'entreprises, international pour leur parler d'ESS, pour leur parler de sous-traitance inclusive et cetera. On réalise également des mises en relation, heu, car en fait, voilà, notre valeur ajoutée, région, c'est qu'on connaît très bien des structures de l'ESS puisque voilà, c'est des structures avec qui soit on a passé des marchés, soit qu'on a, subventionné, soit qu'on a accompagné. Donc on a, la chance d'avoir un réseau, de structures de l'ESS, qu'on connaît très bien, et avec lequel on n'a aucun mal en fait à faire des mises en relation. Donc c'est pour ça que tout à l'heure vous parliez de référencement. Donc malheureusement on n'a pas de plateforme, mais voilà, il nous arrive de faire des guides, donc soit, personnalisés, c'est ce qu'on avait fait pour Allianz, c'est ce qu'on est en train de faire pour un autre acteur. Mais, au-delà de ces, accompagnements sur mesure et de ces accompagnements un petit peu plus précis, on avait fait un guide justement de référencement des structures, de l'ESS qui œuvrent dans la sous-traitance industrielle. Donc, je vous le ferai part, je le transmettrai à Louise, en fin de webinaire. Et donc, dernier exemple, quand, l'intérêt est confirmé, d'une véritable expérimentation au-delà des achats en fait, d'une véritable coopération avec une structure de l'ESS. Voilà, il nous arrive, de faire encore une fois, des accompagnements un peu plus poussés. En fait, c'est ce qui relève, très concrètement de logique, de co-traitance. Donc, voilà pour nos 2 leviers d'action, concrets, commande publique, commande
privés. Ce qu'on fait pour mettre en musique tout ça, réunir tous les acteurs, les agents publics, les acheteurs privés, etc., on organise, bah, au même titre que la Max, des événements achats responsables. Donc, ça fait 2 ans que nos achats responsables, que nos événements portent sur la thématique de la transition verte, donc de la transition écologique, où on réunit du coup des acheteurs publics et privés et avec des porteurs de projets qui portent des solutions écologiques ou sociales. Donc là, on a eu un événement la semaine dernière qui a permis d'accueillir et de réunir plus de 200 participants, où d'ailleurs le GIP était partenaire. Et c'est un événement qui porte ses fruits, où là, parfois, il y a juste besoin de mettre les bons acteurs main dans la main. Et donc, évidemment, parmi les porteurs de solutions, les porteurs de projets, on avait identifié des structures de l'ESS, et ce qui permet d'associer concession verte et transition sociale. Voilà, c'est un format qu'on vise à répéter à peu près une fois par an. Et donc, pour conclure, quels ont été nos facteurs clés de succès, même si on peut toujours mieux faire et que les objectifs ne sont pas encore atteints. Néanmoins, l'impulsion hiérarchique, voilà, le vote de schéma cadre, etc., nous permet vraiment de donner une impulsion à ces politiques qui sont bien sûr compilées par des convictions, puisque voilà, ce n'est pas toujours évident. Comment dire, on a des processus achats qui poussent malheureusement parfois à mettre le critère économique en premier. Donc, voilà, c'est quand même important de savoir ce qu'on veut prioriser, ou en tout cas rééquilibrer. Voilà, il y a un travail de pédagogie ou autre qui est très important dans les politiques d'achat socialement responsables pour voilà, parvenir aux objectifs, enfin, parce que il s'agit parfois d'être vraiment le véritable porteur, enfin le porte-parole de ces structures d'utilité sociale, environnementale, etc. Donc voilà, c'est important d'y croire et de bien connaître cet écosystème, ou si on ne le connaît pas bien, savoir s'entourer de partenaires compétents. Donc, je citais le GESAT, euh, mais il y a également voilà, le Graphi dans le secteur de l'insertion, qui a une mission d'achat socialement responsable. Donc voilà, c'est important de faire confiance à ces acteurs régionaux. Et donc, euh, et donc voilà, je pense que j'en ai fini sur la politique d'achat socialement responsable. Donc, merci de votre écoute et à disposition du coup pour toute question maintenant. Merci beaucoup, Clara, pour cette présentation, effectivement, de la politique très, très volontaire de la région en termes d'achat responsable. Alors, je ne vois pas de questions. N'hésitez pas si vous en avez. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, et je trouve que tu l'as très bien mis en avant, c'est le fait que votre stratégie, elle est vraiment liée à vos compétences, à vos enjeux propres. Et que voilà, et que du coup, ce sera nécessairement pas la même que celle d'une collectivité autre. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant, et c'est vraiment quelque chose, voilà, qui est propre à chaque structure, à ses enjeux, à ses parties prenantes internes et externes, et c'est très visible chez vous, du coup. Ouais, bah, c'est vrai que ça fait écho à ce que j'appelais, la définition d'une vision commune de ce qu'est Mmh. un achat responsable. Effectivement, ça va énormément dépendre des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, des orientations, enfin, que j'appelle stratégiques, mais Mmh mh. en fait, les orientations stratégiques permettent de se poser les bonnes questions, des acteurs qu'on souhaite, prioriser dans le cadre des achats et de la sous-traitance, quoi. Donc c'est vraiment tout l'intérêt. Super, bah, merci beaucoup, Clara, pour ce retour. Dans tous les cas, voilà, si des questions vous viennent sur la stratégie de la région, sur sa mise en œuvre, n'hésitez pas à me les faire parvenir, hein. Vous avez tous mon adresse mail, tous et toutes, et puis je les ferai parvenir du coup à Clara Blanchard.
Je vois donc il y a une question effectivement, voilà, sur, donc dans le cadre d'un allotissement géographique, de prestations. Donc, effectivement, l'idéal, c'est d'avoir, quelque chose qui soit harmonisé. Donc nous, on le propose au niveau francilien, donc c'est le guichet, régional des clauses sociales dont vous parlez. Donc vous avez le lien dans le support et je vous le remettrai. Et effectivement, voilà, je vois que ça vous a été mis en commentaire. Mais au niveau national, c'est Alliance Ville Emploi qui est vraiment le réseau des facilitateurs nationaux et qui, en tout cas, se charge de suivre des marchés pour des donneurs d'ordre nationaux. Je sais notamment, voilà, pour l'UGAP, pour certains marchés de l'État. Donc, je pourrais Madame Chirol, vous transmettre les coordonnées qu'on a, nous. Voilà, et voir dans quelle mesure vous pouvez être accompagné. Mais en tout cas, sachez qu'il est dans le cadre du PNAD, justement, la DGEFP a dévoyé des moyens pour qu'il y ait des coordinations régionales qui soient mises en place sous le pilotage justement de la coordination nationale d'Alliance Ville Emploi. Donc il y a toute cette structuration qui se met en place là, donc pour aller effectivement vers une harmonisation des pratiques au niveau national. Mais en tout cas, voilà, nous en Île-de-France, vous avez le guichet régional et puis je vous transmets les contacts d'Alliance Ville Emploi. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions ou remarques, je vous propose qu'on arrête là pour, voilà, on respecte, le timing et puis on reste évidemment disponible, voilà, pour toute question et merci encore du coup Clara pour cette présentation très intéressante. À toi Louise. Et bonne journée à toutes et tous et puis à mardi prochain du coup pour, l'atelier sur le rôle du facilitateur et la clause d'insertion. Merci beaucoup.